Donc bonjour à tous pour ces nouvelles rencontres, les 8e rencontres de l'ACEF à Visa, qu'on a le plaisir d'organiser en partenariat avec la SCAM. Et je salue tout de suite son président, Rémi Lenné, qui doit être parmi nous, ainsi que les équipes à la fois de la SCAM qui ont préparé ce débat et les équipes évidemment de la SAIF qui ont aussi préparé ce débat. On est très content de vous retrouver après ces années un peu difficiles de disette covidienne, on va dire. Et donc, on vous propose aujourd'hui un débat sur les nouvelles rémunérations de l'Internet pour les photographes. Donc déjà, le titre, il est mal choisi parce que les nouvelles rémunérations, en fait, ça va être des nouvelles rémunérations, effectivement. Mais en tout cas, ces rémunérations, elles devraient être obligatoires et on devrait les percevoir depuis la création de l'Internet, ce qui n'est pas le cas. Et donc, il va falloir réparer cette injustice. Donc, pour ce faire, on a depuis 2000, en grosso modo, à l'arrivée de l'Internet, nous, à la SAIF, on œuvre pour que les géants du net payent des droits, pour que Internet, la gratuité, ça soit terminé. Et donc, on a œuvré dans tous les domaines, et en particulier au niveau législatif. Et donc, on est très content qu'après un combat assez rude à l'Europe, la directive européenne, en 2019, a pu être votée et donc applicable dans nos pays. Donc, ce qui est chose faite. Donc, on va vous expliquer cet après-midi en quoi cette directive et les suites législatives données par nos parlementaires français vont permettre d'aller chercher ces nouvelles rémunérations, ou du moins ces rémunérations. Donc, nous, à la SAIF, avec la DAGP, on a conclu un accord avec Google. Donc, ça, c'est fait. On va déjà leur prendre un peu d'argent. Et puis, ça va nous permettre maintenant d'aller voir les autres, donc les plateformes. Et justement, ces dispositions législatives vont le permettre. Donc, quand on parle de plateformes, c'est les Facebook, Instagram et consorts. Et oui, il faut qu'ils payent parce que maintenant, c'est terminé. Tout le monde de numérique, sans les contenus des auteurs, sans notre production intellectuelle, sans nos photos, sans nos dessins, sans nos articles de presse, sans tout ce qui contient, qui est véhiculé par Google et ensuite repris par ces plateformes, ça n'existerait pas si on n'était pas là. Et on s'aperçoit, au début de l'Internet, on pensait que c'était juste un amusement et que ça nous faisait de la publicité et qu'on aurait dû travailler avec ça. Et puis on s'est aperçu quand même que ces grandes plateformes, elles s'enrichissent au fil des ans, qu'elles développent des budgets considérables grâce à la publicité, qu'elles pompent la grande majorité de la publicité sur Internet à leur profit et que nous, on n'en voit rien venir. Donc il est temps que ce qu'on appelle la partage de la valeur intervienne et ces nouvelles dispositions vont nous le permettre. Alors pour débattre cet après-midi, nous avons plusieurs invités. Donc tout d'abord, je tiens à excuser Madame Sophie Mette, qui est une députée de la Gironde, membre de la Commission des affaires culturelles, qui a été proactive au Parlement pour les transpositions de la loi et qui malheureusement a eu des empêchements de dernière minute liés à sa fonction, donc qui ne pourra pas être présente avec nous. Donc les autres invités, je vais commencer par la tribune, donc Monsieur Tristan Azy, qui est professeur de droit privé à l'école de droit de la Sorbonne, mais membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, ce qu'on appelle le CSPLA. Bénédicte Van der Mark, qui est photographe, comme moi, et qui est aussi président de la commission des images fixes de la SCAM. Et enfin, Olivier Brianceau, directeur général de l'ACEF, et qui est aussi membre du CSPLA. Et puis, Madame Catherine Morin-Desailly, qu'on devrait voir à l'écran, qui va intervenir en visioconférence. Bonjour Madame. Donc, à qui je vais donner tout de suite la parole, qui est sénatrice de la Seine-Maritime, membre de la Commission de la Culture et de l'Éducation et de la Communication au Sénat, membre de la Commission des Affaires européennes et vice-présidente du groupe d'études sur le numérique, et ainsi que vice-présidente de la Commission d'enquête sur la souveraineté numérique. Donc, on a une vraie spécialiste juridique et parlementaire sur les questions dont on va aborder. Et je vous propose, Madame, de commencer tout de suite votre intervention sur le dispositif législatif tel que vous l'avez mis en place. Merci infiniment de ces mots chaleureux. J'aurais aimé tellement être avec vous sur le plateau,
mais les contraintes d'un agenda de rentrée d'une parlementaire font que ça m'était difficile de faire le déplacement. Donc, merci de votre compréhension. J'espère que vous m'entendez bien pour pouvoir partager ce temps de réflexion. Vous dire que le sujet pour lequel vous m'avez invité, j'y suis extrêmement sensible, puisque j'y travaille pour ma part depuis 2013. Je suis membre à la fois de la Commission de la Culture, vous l'avez souligné, de la communication, mais aussi des affaires européennes. Vous savez que notre législation en la matière, le soutien à la création, les droits d'auteur, les droits voisins, tout ça relève aujourd'hui, la gestion des plateformes, le marché unique numérique, tout ça relève d'une législation européenne. Donc c'est à ce niveau-là qu'il convient de traiter les sujets, mais on va le voir, pas seulement. Je voudrais juste faire un petit retour pour vous montrer et vous convaincre que le Parlement, en tout cas le Sénat, la chambre à laquelle j'appartiens, s'est d'emblée mobilisé et continue à l'être. Tout sénateur de toute formation politique, comment dirais-je, différenciée, sur ce sujet de la juste rémunération des créateurs, des auteurs, mais aussi des journalistes à l'heure du numérique. Nous nous sommes mobilisés d'ailleurs dès les débuts. Je rappellerai quand même les lois d'Avzi, dans les années 2000 d'Avzi, droits voisins, droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information, les lois Adopi 1, les lois Adopi 2, plus récemment l'ARCOM, cette loi qui était censée être une grande loi audiovisuelle qui s'est réduite à traiter des questions de régulation, de piratage, de droits des auteurs. C'est en fait une continuité qui nous a animés au Sénat, toujours dans la perspective de, en quelque sorte, pérenniser le modèle français très particulier, envié, regardé de par le monde, qui est celui de notre soutien à la création. Et je voudrais rappeler que c'est tout de même la France qui a été moteur en 2006, à travers l'action du ministre de la Culture de l'époque, Renaud de Vabre, de l'inscription à l'UNESCO du principe de diversité culturelle, d'exception culturelle. Et cette exception culturelle, elle ne peut être effective et être pérenne que s'il y a un système de soutien, de juste rémunération, de reconnaissance du droit de la propriété intellectuelle et des auteurs qui soit effectif. Hein. Nous sommes dans un système extrêmement particulier. Et depuis ces moments-là, je dois dire qu'il y a toujours eu une action assez conjointe du Parlement en soutien aux différents ministères qui se sont succédés pour pouvoir justement adapter les questions de rémunération des créateurs à l'heure de l'Internet. Alors bien sûr, ça n'a pas été sans difficultés, sans combat à mener. Et ce que l'on peut mesurer aujourd'hui, si vous avez pu contractualiser finalement avec Google, vous venez de dire, monsieur le directeur général, que vous avez signé un accord avec Google, c'est bien parce que le législateur extrêmement volontariste, nos différents ministères à Bruxelles qui ont poussé ces directives, hein, droits d'auteur et droits voisins, directive SMA, c'est bien la France qui a été moteur avec bien sûr des pays partenaires de la réalisation de ces directives, du vote de ces directives. Eh bien, on en est bien arrivé là parce qu'il y a eu une volonté politique forte, qui a tenté, qui a voulu légiférer sur ces questions et la France, je dois dire, a un rôle à jouer. Et d'ailleurs, je voudrais porter un témoignage, c'est qu'aujourd'hui, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, à laquelle j'appartiens, c'est pas moins de 86 pays à travers le monde, se pose les mêmes questions. C'est-à-dire qu'au Congrès mondial de la francophonie qui aura lieu en Tunisie au mois de novembre, l'Assemblée parlementaire de la francophonie va faire une intervention sur justement comment dirais-je, la régulation à l'heure du numérique. Et la régulation numérique en fait partie, bien sûr, le modèle économique, la juste répartition des rémunérations, l'élaboration de conditions loyales d'un nouveau marché qui a émergé, dont nous dépendons tous. Donc, vous dire que c'est un combat qui est très large aujourd'hui, très reconnu, et les questions de souveraineté numérique, auxquelles sont liées bien sûr les questions de rémunération, eh bien, sont plus que jamais, d'ailleurs depuis la pandémie, au cœur de l'actualité législative. Alors, pardonnez-moi d'avoir été un petit peu longue sur le sujet,
mais c'est pour vous dire que votre combat, votre volonté, et qui est légitime, que ce soit effectif, s'inscrit dans un travail assez large, approfondi et continu à l'heure actuelle. Et je terminerai ce propos liminaire en disant qu'aujourd'hui, nous sommes aussi en passe de légiférer au niveau européen sur des textes fondamentaux qui vont sanctuariser la responsabilité, la redevabilité des plateformes dont on va avoir défini le modèle. Et ces conditions de responsabilité à travers deux textes majeurs que sont le Digital Services Act et le Digital Market Act. Ça sera complété par un acte sur la gouvernance des données, parce que tout est bien sûr lié. Mais c'est très important parce que ça réouvre la directive e-commerce du début des années 2000, qui en quelque sorte sanctuarisait cette non-responsabilité, donc cette jungle, sous prétexte qu'il fallait absolument soutenir l'innovation. La France a toujours été, depuis ce moment-là, tout de même aux aguets, à travers la culture. C'est la culture qui nous a permis, justement, la culture, et bien sûr, quand je dis la culture, c'est plus largement les questions de médias, de presse, etc. C'est la culture qui nous a permis d'enclencher ce combat contre les plateformes pour établir de l'équité et un système pérenne. Alors, vous dire que depuis ces lois que j'ai évoquées, la commission que j'ai eu l'honneur de présider au Sénat pendant 6 ans, de 2014 à 2020, la commission de la culture et de l'éducation et de la communication, n'a cessé de travailler sur la question des droits d'auteur et droits voisins en lien avec la commission des affaires européennes. On travaille main dans la main au Sénat. Nous avions à l'époque, sur l'initiative de ma prédécesseure Marie-Christine Blandin, qui était une ardente défenseur des photographes, souvenez-vous, des plasticiens, nous avions organisé une table ronde il y a quelques années de cela, précédant la loi LCAP, Liberté de la création, architecture et patrimoine, pour justement mettre un coup de projecteur sur ce secteur très particulier qui était un peu laissé pour compte. Et c'est à partir des travaux de cette table ronde que nous avons pris une position qui s'est affirmée dans la loi Liberté de création, architecture et patrimoine, avec le rapporteur de l'époque Jean-Pierre Leleu, la sénatrice Sylvie Robert. On a tous travaillé ensemble pour amender à l'époque ce texte et permettre que se constituent les conditions d'une rémunération, d'une obligation pour les plateformes de reverser une juste part de la valeur ajoutée de ce qui était utilisé, des photographies, mais pas seulement, des sculptures, du design, de l'architecture sur Internet. Alors, on a eu de cesse depuis, je peux vous le dire, à travers encore des auditions récentes, de vérifier que les décrets d'application de cette loi soient parus. Ça a mis un temps fou à paraître. Parce qu'on nous disait, et on a eu des grandes discussions avec le professeur Cyril Lévy sur ce sujet, que ce n'était pas conforme, complètement en adéquation avec la directive européenne, mais nous avions trouvé pour la loi ARCOM, avec Sylvie Robert, une réécriture rendant possible cette sanctuarisation dans la loi d'une obligation de cette rémunération. Bon. Dans l'entrefaite, justement, tout ça a fait bouger les plateformes, donc Google, qui s'apprête qui a signé un accord avec vous qui me semble, d'après ce que vous dites, avantageux. Mais je pense que malgré tout, il faudra continuer à être intransigeant sur un cadre législatif qui sanctuarisera les choses pour l'avenir, parce que des accords, c'est des contrats qui peuvent être, comment dirais-je, tombés caducs ou être dénoncés. Et donc, je pense que rien ne vaut malgré tout... même si c'est important de toujours discuter, de conventionner, de ce qu'on appelle la soft law, etc. Je pense que rien ne vaut tout de même ce qui est inscrit de marbre dans la loi. Donc, nous n'avons pas terminé tout à fait le cycle législatif, puisque nous avons notre commission mixte paritaire entre députés et sénateurs ce mois-ci pour finaliser le texte dit ARCOM. Hein, mais vous dire que nous sommes malgré tout un petit peu frustrés au Parlement parce que vous avez évoqué les transpositions de directives droits d'auteur et droits voisins et directives SMA. Elles ont été transposées, finalement, c'était un moindre mal, par ordonnance en réalité, puisque nous n'avons pas pu débattre et inscrire voilà, dans le calendrier du Parlement
à cause de la crise sanitaire, tout simplement, nous n'avons pas pu inscrire ces textes dans la loi audiovisuelle qui a été suspendue à cause du Covid et d'un ordre du jour très chargé. Donc, nous avons accepté, à l'époque, Roselyne Bachelot m'avait contacté suite à Franck Riester, nous avions accepté l'été dernier, ça fait 1 an, que soient exceptionnellement transposées ces directives par ordonnance. On n'aime pas tellement ça, nous les parlementaires, parce que ça occulte le débat national. Voilà, la transparence du débat national avec les acteurs que vous êtes. Mais malgré tout, nécessité fait loi et nous avons jugé qu'il était plus qu'urgent de transposer ces directives pour qu'enfin tout ça s'applique, sinon ça renvoyait aux calanques grecques. Mais tout ça était assorti de conditions du contrôle de l'application des ordonnances, conditions aussi d'élaboration de débats tels que vous en organisez aujourd'hui et d'un suivi extrêmement précis. Donc voilà, on en est là, mais on est toujours très très mobilisés. Je le suis personnellement à la Commission des Affaires européennes parce que je suis rapporteur de ces textes de Digital Services Act et Digital Market Act. Et donc, je ferai en sorte, bien entendu, que tout ça soit bien sanctuarisé et que les plateformes soient enfin responsabilisées et s'acquittent de la juste rémunération qui est due aux auteurs, aux créateurs et aux photographes que vous êtes. Merci madame, on compte sur vous, hein. Continuez. Donc pour la suite du débat, je pense qu'Olivier va préciser beaucoup plus les choses. Et donc je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci madame la sénatrice, cette présentation des travaux anciens et riches du Sénat et du Parlement français sur le soutien aux droits d'auteur et aux créateurs. Alors je vais essayer de présenter, ce qui n'est pas le plus facile, un rapide panorama des textes en cause, de ce qui se passe actuellement et qui aboutit à ce que des rémunérations nouvelles soient envisagées et envisageables pour les auteurs en général et les photographes en particulier, puisqu'on est ici dans un festival de photojournalisme. Alors, c'est vrai que cette question du partage de la valeur entre les plateformes numériques, les géants du net, comme on les appelle, et les créateurs en général et les photographes en particulier, c'est une question qui n'est pas nouvelle. Et pour autant, on sait que ces plateformes utilisent massivement la photographie, qu'elles soient des plateformes de partage ou des moteurs de recherche, malheureusement, jusqu'à présent, sans jamais rémunérer. Donc, grâce au texte que vous avez évoqué, madame la sénatrice, français et européen maintenant, il y a des possibilités et les choses sont en train de changer. Alors, je vais commencer par la bonne nouvelle, effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est que les sociétés d'auteurs des arts visuels ont signé avec Google, c'est tout récent, puisque c'est un accord qui date du mois de juillet dernier, pardon, un accord qui va permettre de soutenir et de rémunérer les auteurs des arts visuels, parmi lesquels les photographes, c'est-à-dire à la fois un accord d'autorisation, de délivrance de licences pour l'exploitation des photographies, notamment sur divers services de ce moteur de recherche, et puis un fonds de soutien à la création qui va permettre aux photographes notamment de retrouver des possibilités de rémunération et de développement numérique sur Internet. Alors, à ma connaissance, c'est une première mondiale. Je ne connais pas d'accord collectif de ce type-là. Donc on en est tout à fait ravis. La question des moteurs de recherche est très ancienne, mais elle est un peu plus simple que celle des plateformes. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Mais néanmoins, le fait d'avoir conclu cet accord, de l'avoir conclu sur une durée suffisamment longue pour pouvoir envisager un peu plus sereinement l'avenir, c'est-à-dire 10 ans exactement, donc c'est l'accord qui est de longue durée, c'est quelque chose qui nous ravit, qui devrait permettre au répertoire de la photographie de trouver des nouveaux moyens d'expression et de nouvelles rémunérations. Évidemment, les produits et services des moteurs de recherche étant de grands consommateurs d'images, comme vous le savez tous, quels qu'ils soient, et donc c'est tout à fait important. Ce qui va changer, c'est aussi l'application en France et dans le monde, enfin, et en Europe, pardon, de la nouvelle directive européenne, dont on avait déjà parlé ici avant la pandémie, qui est la directive du droit d'auteur dans le marché unique numérique, qui date de 17 avril 2019. Alors, cette directive, il faut bien voir qu'elle a fait l'objet d'un long processus, et surtout que
Elle vient changer un état de droit qui date de la fin des années 90, des directives qui ont été adoptées en 2000 et 2001. Pour vous dire que depuis 20 ans, les créateurs attendaient ces évolutions, parce que si le droit n'avait pas changé, par contre, l'Internet, lui, avait changé. Et on a vu comment les géants de l'Internet, ce qu'on appelle par l'acronyme un peu réducteur de GAFAM, mais qui dit bien ce que ça veut dire, sont les grands gagnants et n'ont jamais rémunéré la création. Donc la question, c'est de traiter à travers cette directive et sa transposition en droit français, la question du partage de la valeur créée par les images et par les œuvres en général sur Internet. Donc c'est vraiment le cadre qui va être applicable pendant les 10-15 prochaines années sur Internet. Alors, j'ai fait un petit focus sur 3 dispositions. La plus importante, la plus connue, c'est celle qui est issue de l'article 17 de la directive DAMUN d'avril 2019, c'est-à-dire la question de la rémunération, du partage de la valeur qui est captée par les plateformes. Alors, par plateforme, on évoque ce qu'on appelle, ce que la directive appelle les fournisseurs de services de partage de contenu en ligne, les sites de partage, les YouTube, les Facebook, les Flickr, les Instagram, Twitter et autres, réseaux sociaux d'une façon générale, c'est-à-dire des plateformes dans lesquelles ce sont les utilisateurs, internautes, qui vont déposer, téléverser, comme le dit la directive, des œuvres, et non pas les services eux-mêmes. Or, ces services étaient considérés depuis une directive européenne de 2000 comme totalement irresponsables au regard du, enfin, partiellement irresponsables au regard du droit d'auteur, et réputés ne pas avoir à demander la permission aux auteurs ou à leurs représentants que sont les sociétés d'auteurs, et donc pas de rémunération. Donc il y avait une irresponsabilité qui était celle de se retrancher derrière ce fameux statut d'hébergeur prévu par la directive de 2000. Et là, cette directive, l'article 17, reconnaît que ces services, ces fournisseurs de services de partage, effectuent un acte de communication au public, donc un acte soumis au droit d'auteur, en donnant accès sur Internet, en ligne, au contenu, aux œuvres protégées, notamment, qui sont déposées par les utilisateurs, et par conséquent que leur responsabilité n'est pas forcément limitée. Au contraire, ils sont désormais responsables de tous les actes qu'ils réalisent, en tout cas que d'autres réalisent pour eux, de versement, de téléchargement des images sur leur plateforme, puisqu'ils en permettent l'accès, ils ont développé des services qui le permettent, et ils en permettent l'accès au public, et ils ne le font pas évidemment de façon philanthropique, ils le font aussi pour en tirer un certain nombre de revenus. Donc ils sont responsables, et c'est vrai que la directive prévoit quand même un certain nombre de restrictions à ce principe de responsabilité. Notamment, il faut qu'ils obtiennent une autorisation des ayants droit, sauf si, dit la directive, ils démontrent avoir fourni leurs meilleurs efforts sans y parvenir pour obtenir cette autorisation. Et ce qu'ils ont aussi mis en œuvre toutes les procédures pour rendre ces œuvres protégées non disponibles sur la plateforme, dans la mesure où ils ont obtenu de la part des ayants droit des informations pertinentes et nécessaires sur ces œuvres. Donc, en quelque part, la directive instaure une nécessaire collaboration entre les auteurs, les représentants des auteurs et des créateurs, et les plateformes pour essayer d'identifier les œuvres en cause. Donc la question de l'identification des œuvres présentes sur cette plateforme est un peu centrale. Nous, on ne plaide pas pour que ce soit la condition de la rémunération. Mais en même temps, il va bien falloir identifier avec le concours des plateformes ces images. Et donc la question, qu'on connaît bien en photographie, des métadonnées associées aux œuvres, voire de la reconnaissance numérique, pour permettre de contracter avec les plateformes au nom de cette nouvelle responsabilité qui leur est reconnue par la directive, elle est tout à fait essentielle. Et ça, la directive le permet, puisque selon le type d'œuvre, selon l'importance, l'audience des services, il y a donc la possibilité de s'exonérer ou de trouver des dispositifs permettant l'identification des œuvres. Donc, on voit bien qu'à travers tout ça, le photographe isolé ne pourra pas réellement, seul en tout cas, avoir cette logique d'identification et cette logique de contractualisation avec les plateformes sur la base de ces nouveaux textes. C'est pour ça que leur application va nécessiter l'intervention d'organismes qui représentent collectivement les auteurs pour faire ces travaux
fournir ces informations pertinentes et nécessaires, et puis contractualiser au titre des autorisations pour les actes réalisés par ces plateformes qui donnent prise aux droits d'auteur. Il y a une deuxième disposition qui, de ce point de vue-là, est intéressante dans la directive de 2019. Elle est prévue à son article 12. C'est la possibilité de conclure ce qu'on appelle des licences collectives étendues. Alors, les licences collectives étendues, ce sont des dispositifs de gestion collective par les organismes de gestion collective, donc les sociétés d'auteurs, qui permettent d'étendre un accord conclu avec une plateforme et de le rendre obligatoire pour l'ensemble des auteurs concernés. C'est-à-dire d'avoir des mécanismes assez fluides, finalement, permettant que les autorisations et les rémunérations versées couvrent l'intégralité des auteurs d'un secteur donné. Alors, c'est évidemment limité par la directive aux autorisations pour lesquelles, ce que dit la directive, une autorisation sur une base individuelle s'avère trop compliquée à mettre en œuvre ou même trop onéreuse. Et on voit très bien qu'il s'agit, en ce qui concerne les plateformes, d'un usage massif des images, des photographies. Ça permet la mise en œuvre d'une licence collective étendue. Et donc, effectivement, ces accords de licence conclus par les organismes de gestion collective avec les plateformes pourront être étendus pour couvrir, y compris des auteurs qui ne sont pas membres de ces services, ce qui en fait un mécanisme assez proche, finalement, de ce qu'on connaît en matière de gestion collective habituelle, de gestion collective obligatoire. Encore faudra-t-il, évidemment, trouver des accords. Alors, quelle est ensuite la suite qu'on peut reconnaître pour ce qui concerne la transposition de cette directive? Madame la sénatrice tout à l'heure nous l'a dit, le Covid, la situation sanitaire a un petit peu bouleversé et le mécanisme de transposition et le calendrier, donc on a pris un peu de retard, et ça s'est fait sans débat parlementaire, mais avec la prise d'ordonnance. Il y a 2 ordonnances qui sont en cours pour transposer, qui sont prévues pour transposer cette directive européenne et donc la rendre applicable dans le droit national en France. La première a été adoptée le 12 mai dernier, donc c'est tout à fait récent. Et dans cette ordonnance du 12 mai 2021, il y a la transposition du fameux article 17 que j'évoquais sur les plateformes et les services de partage de contenu en ligne. Et puis, il y a une deuxième ordonnance qu'on nous annonce pour l'automne. La date exacte, on ne la connaît pas encore. On en connaît les textes tels qu'ils sont envisagés, mais elle devrait intervenir à l'automne et elle va finir le processus de transposition et boucler le fait de la transposition nationale de la directive de 2019. Alors, ce qu'on peut voir dans l'ordonnance du 12 mai, la première, sur l'article 17, c'est qu'il y a une définition du fournisseur de services de partage de contenu en ligne, donc les plateformes, qui sont définis comme des services qui donnent accès au public à une quantité importante d'œuvres téléversées par les utilisateurs, par les internautes, et qui, donc ces plateformes, en tirent un profil direct ou indirect. Donc ça permet évidemment de couvrir tout le champ des réseaux sociaux, tout le champ des plateformes de partage. On s'interroge après sur ce que c'est que cette notion de quantité importante. Alors on imagine qu'effectivement une plateforme ou un petit forum internet de l'association des pêcheurs en ligne de tel coin ne sera pas concerné par ce dispositif. Mais une quantité importante, une taille audience que j'évoquais tout à l'heure, on voit bien que Facebook, Instagram, Twitter et les autres seront concernés par ce dispositif. Et cette notion de quantité importante, elle va être arrêtée ensuite par décret. Et puis, pour le reste, l'ordonnance a repris quasi littéralement les termes de la directive, avec quand même un petit point qui paraît important, c'est que la notion d'information pertinente et nécessaire que les ayants droit doivent, dit la transposition, mettre à disposition des plateformes, de fournir les auteurs, le sont via un tiers, c'est-à-dire un tiers qu'ils ont désigné. C'est-à-dire qu'en fait, l'auteur individuellement, et on sent déjà là la mise en place d'un système de gestion collective via les sociétés d'auteurs, on imagine bien que ce tiers qui va permettre de donner des informations, notamment numériques, les métadonnées et autres, ça ne peut être que des organismes collectifs qui ont les moyens économiques et juridiques de mettre en œuvre ces dispositions. Donc là, à la fois le nombre important d'œuvres
et l'intervention d'un tiers pour les informations sur l'identification des œuvres, les informations pertinentes et nécessaires, on voit que c'est quelque chose qui va mettre en place probablement un système de gestion collective. Alors, enfin, dans l'ordonnance à venir, celle qui devrait tomber à l'automne, on s'aperçoit que pour le secteur des arts visuels, donc pour le secteur de la photographie notamment, ce qui est envisagé, c'est probablement un système de licence collective étendue, le fameux article 12 donc, que j'évoquais. Et là, on voit que quand il s'agira d'aller négocier avec les plateformes, eh bien, ça se fera via probablement via les organismes de gestion collective, donc les sociétés d'auteurs pour les photographes de la photographie. Il y en a 2 ici à la table, représentées à la table, notre table ronde d'aujourd'hui. Et c'est elles qui vont négocier avec cette possibilité d'extension, licence collective étendue, qui permettra de couvrir l'ensemble du répertoire des créateurs et d'avoir un accord unique d'autorisation, un accord unique de rémunération, ce qui évidemment sera beaucoup plus simple, y compris pour les auteurs eux-mêmes et pour les plateformes avec une fluidité juridique envisagée. Donc on voit que c'est tout à fait raisonnable parce qu'on ne parle pas de quelques images sur un petit forum, on parle de dizaines de milliers ou centaines de milliers d'images sur Facebook, Twitter, Instagram. Et là, les licences collectives étendues apparaissent comme un outil tout à fait important. Je voudrais terminer parce que j'ai fait vraiment un panorama très rapide, j'ai oublié beaucoup de choses, mais c'est quand même pour vous dire que tout ça est prévu pour l'automne. Il y a une autre disposition qui indirectement concerne les photographes dans la directive de 2019 et qui a déjà été transposée en 2019 d'ailleurs, c'est la création d'un droit voisin au bénéfice des éditeurs de presse. Article 15 de la directive. Les droits voisins, on connaît ça dans le domaine de la musique, de la production audiovisuelle, mais dans le domaine de la presse, ça n'était pas... c'est une nouveauté, une véritable nouveauté. L'idée est de reconnaître à des investisseurs, les éditeurs de presse ne sont pas des créateurs comme le sont les photographes ou les journalistes, mais par contre, ils sont des investisseurs dans le secteur et ils sont également eux-mêmes pillés par les mêmes moteurs de recherche, plateformes que nous évoquions. Et il se voit reconnaître un droit de propriété qu'on appelle voisin, parce qu'en fait, il est tout simplement voisin du droit d'auteur. Voilà, c'est un voisinage qui nous permet, qui leur permet d'avoir un droit de propriété intellectuelle au bénéfice de leurs investissements. Et donc, ensuite, d'aller voir les plateformes et les moteurs de recherche. Ce droit voisin, il va avoir quand même 2 effets positifs, on le pense, pour le secteur de la photographie. Le premier effet, c'est qu'en retrouvant des capacités économiques qu'ils ont perdues du fait du pillage par les plateformes, en tout cas, on attend des éditeurs que cette capacité économique que leur donneront le droit voisin permettra de développer les commandes en matière de presse, de renvoyer des photographes sur le terrain, de produire des sujets, de revenir finalement à l'âge doré des années 80-90 où il y avait encore une production photographique riche dans le domaine de la presse, qui n'est plus le cas évidemment aujourd'hui. Premier effet. Deuxième effet, c'est que ce droit voisin, c'est la directive qui le dit, mais aussi la loi de transposition en France de 2019, eh bien, les éditeurs de presse doivent réserver ce qui est indiqué comme une part appropriée. On regrette qu'il n'y ait pas le pourcentage, le quantum, mais au moins une part appropriée qui doit revenir aux auteurs des images et des contenus, pas seulement les images, qui sont présents sur ces publications de presse. Donc ça veut dire que les photographes, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient même extérieurs aux publications de presse, doivent recevoir une partie de ce droit voisin. Alors cette partie, pour l'instant, elle n'est pas connue, on n'en connaît pas le quantum, mais le principe est acté, et donc il faudra que les photographes, les journalistes en général, négocient via leurs OGC, sociétés d'auteurs, via les accords d'entreprise que connaissent avec les syndicats ces entreprises de presse, négocient une part appropriée de rémunération. Vous avez vu que j'ai parlé tout à l'heure de la question très importante dans la logique de négociation avec les plateformes de l'identification des œuvres, donc des données, des métadonnées aussi associées aux images. Les photographes connaissent bien le terme de métadonnées. C'est un sujet important et qui donne lieu à des réflexions et notamment qui a donné lieu à un rapport commandé par le Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique au nom de la ministre de la Culture,
que c'est l'occasion de passer la parole à Tristan Azy, qui en est le rédacteur. Oui. Donc juste un mot sur le droit voisin, c'est pas gagné. Hein. Je salue ton optimisme. C'est pas gagné pas le titre du droit voisin, parce que ça semble sur la bonne voie, bien qu'ils aient des difficultés à aller récupérer l'argent là où il est. Ensuite, nous, on aura des difficultés. Nous, auteurs, moi je parle là en tant que photographe, on aura des difficultés à aller récupérer notre part sur ces droits voisins, connaissant le patronat français en matière de presse. Donc, outre les OGC où on pourra apporter notre expertise et notre concours pour trouver les meilleures solutions, il faudra une mobilisation générale des syndicats de journalistes pour qu'on ne nous refasse pas le coup de la reprographie de 85 où on a attendu 10 ans avant de percevoir les sommes. Ensuite, sur le réinvestissement, on verra comment ça se passera. Effectivement, tout ce dont tu as parlé, un des principaux moteurs qui va nous servir, c'est ces fameuses métadonnées. C'est la raison pour laquelle on vous a invité, Monsieur Tristan Azy, puisque vous êtes, comme l'a dit Olivier, vous venez de conclure un rapport, afin de faire le rapport, et donc nous parler de ces fameuses métadonnées, où un certain nombre, justement, ces patrons de presse se faisaient un plaisir, un plaisir ou pas d'ailleurs, par connaissance ou méconnaissance, de les effacer largement. Et il se trouve que maintenant on en a besoin, qu'eux aussi en ont besoin, et que donc peut-être qu'on va revenir à de la sérénité, et que vos travaux vont être fort utiles et vos recommandations, en tout cas, suivies. Donc, dites-nous ce que vous avez conclu. Merci beaucoup. Merci tout d'abord à la SAIF de m'avoir convié au festival et à cette table ronde. Olivier a tout dit, ou en tout cas a vraiment très très bien introduit les choses, et moi je vais les envisager sous un angle qui est très particulier, assez technique, mais en même temps assez indispensable, et il l'a évoqué lui-même, c'est la question des métadonnées. Les métadonnées, on les considère ici comme un outil qui assez directement quand même va permettre, ou est censé permettre, une meilleure rémunération des photographes, des auteurs plus généralement, mais des photographes et en particulier des photographes de presse pour ce qui nous intéresse. Alors tout le monde ici sait ce que sont les métadonnées, je ne vais pas entrer dans les détails. Ce sont des fichiers de texte qui sont embarqués en quelque sorte dans un fichier numérique d'images et qui comportent un certain nombre de champs dits IPTC, tels que le nom de l'auteur, le nom du titulaire des droits, le lieu où la photo a été prise, la date, la description de la photographie et aussi, parmi d'autres choses encore, les éventuelles restrictions d'utilisation. Alors ces métadonnées, Olivier l'a expliqué aussi, elles sont très importantes à partir de maintenant, elles l'étaient déjà, mais plus encore depuis l'adoption de la directive, pour le respect du droit d'auteur des photographes, mais aussi pour le respect du droit voisin, du nouveau droit voisin des éditeurs de presse, de publication de presse, pour être tout à fait précis. Et elles ont aussi d'autres utilités qu'on a traitées un petit peu plus accessoirement dans le rapport, mais dont je vous dirai deux mots tout à l'heure. Or, le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, en dépit de leur très forte utilité, on constate que beaucoup, je dirais, de diffuseurs, en utilisant pour l'instant un terme assez vague, donc des gens qui émettent des contenus sur Internet ou qui servent à émettre des contenus sur Internet, suppriment les métadonnées des photographies et ce qu'on dit prosaïquement les écrasent, ce qui me semble assez bien adapté comme vocabulaire. Et je l'utiliserai dans la suite des développements d'ailleurs. Alors, c'est sur cette question que le Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique m'a demandé de travailler, organisme qui est placé sous l'égide du ministère de la Culture. Je dois citer à cet égard mon rapporteur qui m'a aidé dans la rédaction de ce rapport, qui est M. Yves Ellage, qui est maître de conf à l'Université de Lyon 3. Et je dois aussi vous dire que je vais vous présenter évidemment ici de manière très sommaire et en vulgarisant peut-être un petit peu les conclusions de ce rapport, parce que c'est un rapport qui est assez riche, il fait une 50aine de pages, on l'a fait dans un temps qui était assez limité. On a procédé à pas mal d'auditions de tous les gens concernés dans le milieu, me semble-t-il, de tous les côtés de la barre en quelque sorte, éditeurs, auteurs, plateformes, etc. Est annexé à ce rapport, ce qui est très important, une étude qui a été réalisée à la demande du ministère par la société Imatag et qui produit des résultats assez intéressants et même édifiants sur l'écrasement des métadonnées par un certain nombre d'opérateurs économiques. Alors certains sont très vertueux, d'autres au contraire s'en débarrassent assez facilement, notamment parmi certains éditeurs de presse ou parmi certains exploitants de réseaux sociaux, comme le dit très clairement cette étude que je vous invite à consulter et qui est donc annexée au rapport. Alors, comment vous présenter en quelques mots et très rapidement les conclusions auxquelles on est parvenu? Dans un premier temps, je voudrais vous
faire part ou vous rappeler l'utilité même des métadonnées, un peu au-delà de ce qu'a dit Olivier, mais il a dit l'essentiel. Et puis ensuite, dans un second temps, je vous parlerai de la question cruciale qui est celle de l'intégrité des métadonnées et comment faire en sorte de préserver cette intégrité. Alors, pour ce qui est tout d'abord de l'utilité des métadonnées, évidemment, la mission qui m'a été confiée était principalement une mission au regard du droit de la propriété intellectuelle, donc du droit d'auteur des photographes et du droit voisin, du nouveau droit voisin des éditeurs de publications de presse, mais les enjeux dépassent en réalité la stricte propriété intellectuelle et ce sont ces deux points que je voudrais voir rapidement. D'abord, les enjeux principaux, en tout cas ceux sur lesquels on a principalement travaillé, ce sont les enjeux de propriété intellectuelle, droit d'auteur ou droit voisin du droit d'auteur. En propriété intellectuelle, les premiers enjeux, et c'est ce qu'Olivier a évoqué, sont des enjeux patrimoniaux, c'est le nerf de la guerre. Dit très simplement, ce sont des questions d'argent et ce sont des questions de rémunération et de meilleure rémunération des auteurs et des titulaires de droits voisins, ou en tout cas dans notre cas de l'éditeur de publication de presse. Pourquoi cela? Parce qu'une métadonnée, c'est une sorte de marqueur, c'est une sorte de carte d'identité de la photographie. Et grâce à des technologies relativement simples, ça permet de tracer, le terme est un peu en vogue chez les spécialistes en ce moment, le parcours d'une photographie sur Internet. Et qui dit traçage dit meilleure évaluation du volume d'exploitation, que ce soit une exploitation licite, c'est-à-dire autorisée par contrat, ou une exploitation illicite, c'est-à-dire de la contrefaçon, de la diffusion non autorisée de photos. Et qui dit meilleure évaluation du volume d'exploitation dit, alors il faudrait que la rémunération soit toujours proportionnelle, et c'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas en matière de photographie, notamment de photographie de presse, mais dit meilleur calcul de la rémunération, c'est-à-dire une rémunération qui est au plus près de la réalité et du volume de l'exploitation. Ce sont donc en deux mots des bons outils, d'une meilleure gestion, disons, du droit d'auteur et des droits de propriété intellectuelle en général. Alors, ça se décline en plein de propositions qui sont assez techniques et je ne vais pas les détailler. Ceux que ça intéresse iront lire le rapport. La plus évidente, c'est l'article 17 dont vous a parlé Olivier, c'est-à-dire cette espèce de collaboration qui doit s'instaurer entre d'un côté les plateformes, les grosses plateformes en tout cas, et de l'autre côté les titulaires du droit, où les grosses plateformes doivent, je synthétise un peu, faire leurs meilleurs efforts, c'est l'expression qui est utilisée, pour éviter de diffuser des photos sans autorisation. Et de leur côté, pour leur faciliter la tâche en quelque sorte, les titulaires de droit doivent, nous dit la directive, fournir des informations pertinentes et nécessaires. Et donc il est évident que dans ce dialogue, les métadonnées et la préservation des métadonnées devraient permettre un dialogue constructif par fourniture de bonnes informations fiables et en échange, en retour, meilleurs efforts fournis par les plateformes, parce qu'évidemment une plateforme à qui l'on adresse des métadonnées ou à qui on fait part de métadonnées et qui s'amuserait à les écraser, on ne pourra pas dire qu'elle fait ses meilleurs efforts pour que tout se passe bien. Ça semble assez évident. Alors, il y a d'autres enjeux patrimoniaux, les licences collectives étendues, les œuvres orphelines, etc. Je ne les évoque pas ici. Il y a des enjeux, toujours en propriété intellectuelle, qui sont des enjeux moraux aussi. Alors, ça peut sembler un peu plus anecdotique, mais enfin, c'est quand même très important. La métadonnée, la plus basique, disons, elle indique au moins le nom de l'auteur. Et le nom de l'auteur, en droit d'auteur, c'est la préservation de ce qu'on appelle le droit de paternité. De sorte que si vous effacez une métadonnée portant le nom d'un auteur, dans un certain nombre de cas en tout cas, vous portez atteinte à sa paternité, c'est une violation du droit d'auteur. Un peu plus loin, alors ça peut sembler plus anecdotique, mais c'est quand même important, et puis c'est lié à une question que je vais évoquer très rapidement dans quelques instants. Il y a une autre prérogative du droit moral qui est le droit au respect de l'œuvre. Alors, la métadonnée peut aussi contribuer à un meilleur respect de l'œuvre, c'est-à-dire au fait qu'elle ne soit pas déformée, qu'elle ne soit pas décontextualisée, qu'on ne supprime pas un personnage d'une photographie, comme ça a pu se faire à certaines époques, etc., qu'on n'utilise pas une photographie dans un contexte qui n'est pas le sien à l'origine. Pourquoi? Parce que dans le champ IPTC qui est censé, et qui dans la plupart des photographies numériques actuelles, décrit la photographie en elle-même, ce qu'elle représente, eh bien, il y a des informations qui permettront de confronter ça à une utilisation décontextualisée ou tronquée ou modifiée de la photographie. Donc ça permet aussi non seulement de protéger le droit de paternité, mais aussi le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, qui sont deux prérogatives morales très fortes. Voilà pour la propriété intellectuelle. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je m'arrête là. En dehors de la propriété intellectuelle, il y a plusieurs enjeux. Le plus évident, bon, il n'est pas passionnant, mais il est évidemment pour vous très important, c'est la question de l'archivage, parce que des métadonnées bien renseignées, bien documentées, ça permet de mieux archiver, de mieux classer. Et il y a surtout un enjeu qui est crucial aujourd'hui, qui est la lutte contre les fausses nouvelles. Et l'idée est un peu la même que celle que je viens d'exposer au sujet de l'intégrité de l'œuvre. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un d'aventure voulait utiliser une photographie pour décrire quelque chose qu'elle ne représente pas ou qui n'était pas dans l'intention de l'auteur, eh bien, grâce à un champ IPTC bien renseigné, on pourrait s'apercevoir que ça n'est pas
ce que décrit la photographie d'origine, en tout cas, et qu'elle est utilisée à mauvais escient. Donc, dans ce combat assez moderne de lutte contre les fake news, ça semble assez important. Alors, voilà, il y a aussi beaucoup d'autres utilités, je m'arrête là, et j'en viens à ma deuxième partie, parce que le problème, c'est que le bas blesse, étant donné que tout irait bien si l'intégrité des métadonnées, compte tenu des enjeux qui leur sont liés, était préservée. Or, cette intégrité n'est pas préservée. Alors, sans mauvais jeu de mots, je voudrais vous décrire ici, pour parler de l'intégrité des métadonnées, d'abord les mots, MAUX, dont souffrent les métadonnées ou le droit actuel, et puis ensuite les remèdes qu'on s'est efforcé modestement de proposer dans le rapport. Alors, quels sont les mots, d'abord? Eh bien, l'étude menée par IMATAC, dont je vous parlais tout à l'heure, montre que malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup de diffuseurs sur Internet écrasent les métadonnées, suppriment les métadonnées liées aux photographies, et notamment l'étude, chiffres à l'appui, données à l'appui, montre que certains éditeurs de presse et certains réseaux sociaux sont coutumiers du fait et ne diffusent jamais une photographie sans qu'elle ait vu disparaître ces métadonnées. Ce qui fait que le problème, c'est qu'après, quelqu'un va réutiliser la même photographie à partir de cette source dépourvue de métadonnées et que ça va pulluler sur Internet avec suppression totale des métadonnées. Alors évidemment, et heureusement, il faut bien sûr le signaler, il y a quand même pas mal d'exploitants, comme on dit dans notre langage, qui sont vertueux, et notamment les deux plus gros titres français de presse, Le Monde et Le Figaro, aujourd'hui respectent très scrupuleusement les métadonnées. Mais malheureusement, on ne peut pas dire ça de tous, et je vous renvoie à la lecture du rapport d'IMATAC. Alors comment est-ce qu'ils justifient cette pratique? Parce qu'évidemment, on les a interrogés, et certains arguments sont recevables, d'autres le sont beaucoup moins, et aujourd'hui, il faut dire qu'ils l'admettent eux-mêmes. Un premier argument, qui est un peu ancien et qui n'est plus du tout probant aujourd'hui, consiste à dire, eh bien, on supprime les métadonnées parce que les métadonnées, ça alourdit les fichiers et ça nuit à la fluidité des transmissions des photos sur les réseaux. C'était peut-être vrai au début des années 2000, avec une bande passante très réduite. Aujourd'hui, quand on diffuse des œuvres audiovisuelles en mouvement en quantité extrême sur les réseaux, l'argument de la bande passante et de la capacité de mémoire est complètement dépassé. Donc aujourd'hui, c'est un faux argument et tout le monde en convient, y compris du côté de ceux qui écrasent les métadonnées. Il y a d'autres arguments, il y en a un autre qui est peut-être un petit peu plus convaincant, qui est que beaucoup d'éditeurs, les petits éditeurs notamment, utilisent des logiciels de diffusion d'images qui sont parfois obsolètes et qui écrasent automatiquement les métadonnées sans qu'ils aient vraiment une possibilité de les en empêcher. Et pour avoir cette possibilité, il faudrait mettre à jour ces logiciels. Or, ça a un coût qui pourrait, pour certains, être un petit peu prohibitif et ils n'ont pas les moyens de moderniser, disons, leur structure. Bon. Ceci étant, ça n'a pas empêché certains de le faire et parfois on s'est aperçu, et eux-mêmes s'en sont aperçus, qu'en réalité ils pouvaient très bien maîtriser leur logiciel et qu'il suffisait de faire une manipulation qui ne nécessitait pas une mise à jour, mais tout simplement ils ne le savaient pas parce qu'ils n'étaient pas des informaticiens chevronnés, alors qu'en réalité c'était assez simple. Bon. Alors le paradoxe dans tout ça, c'est qu'il existe des sanctions d'ores et déjà contre ces comportements. Il existe des sanctions, mais le problème évidemment, et c'est le paradoxe, c'est qu'elles ne sont jamais appliquées. Alors concrètement, c'est un peu technique et je n'entre pas dans le détail. En droit d'auteur, les métadonnées, c'est ce qu'on appelle des mesures techniques d'information. Et il faut savoir qu'à certaines conditions, le fait de supprimer une métadonnée est assorti d'une sanction pénale, qui peut même être assez lourde, pour violation de ce type de mesures, ces mesures techniques d'information donc. Sauf qu'elles ne sont jamais mises en œuvre. Il n'y a absolument pas de décision de justice sur le sujet. Alors pourquoi? Pour une raison très simple, c'est parce que les titulaires de droit, que ce soit les photographes ou les agences, et on les comprend, ne souhaitent pas faire des procès aux principaux écraseurs, entre guillemets, de métadonnées, que sont les éditeurs de presse, tout simplement parce que ce sont leurs clients. Et si vous faites un procès à votre client, logiquement, il ne fera plus appel à vous par la suite. Donc il y a un argument ici de réalisme juridico-économique qui fait qu'il y a des sanctions, mais que personne ne demande à un juge de les mettre en œuvre parce que le prix à payer est trop fort. Et puis, il y a un autre dispositif qui existe, et lui encore n'est pas appliqué, c'est que la presse est un secteur en crise, vous n'êtes pas sans le savoir, et l'État aide financièrement la presse, grâce à ce qu'on appelle des conventions cadres, dans lesquelles il est prévu que l'État verse de l'argent aux différents organismes de presse. Mais en échange, bien sûr, les organismes de presse s'engagent à certaines obligations. Et parmi ces obligations, dans toutes les conventions cadres, il est prévu une clause de respect des métadonnées. Les titres de presse s'engagent à respecter les métadonnées. Or, ils ne le font pas. Ils ne le font pas, ou en tout cas certains ne le font pas, en dépit de l'engagement qu'ils ont pris de manière tout à fait formelle. Ils ne peuvent pas dire le contraire, ils ont signé ces conventions avec l'État. Alors, le problème, c'est que ici, ce qui manque, c'est la volonté politique. C'est-à-dire que l'État, et c'est lui qui maîtrise les sanctions en la matière,
pourrait infliger ce qu'on appelle des malus, c'est-à-dire diminuer le montant des aides versées aux entreprises de presse qui ne respectent pas les métadonnées. C'est prévu dans les conventions cadres, mais l'État, et on peut le comprendre aussi d'une certaine manière, mais il faudrait quand même, à mon sens, qu'il réagisse maintenant, a peur de fragiliser encore ce secteur et donc n'est pas très regardant, disons, sur le respect des engagements de certaines entreprises de presse et notamment sur le respect de la clause de métadonnées. Alors, face à ce constat un peu pessimiste, quels sont les remèdes? Je vais faire vite. Dans le rapport, on a proposé 2 séries de remèdes. Les premiers remèdes, et c'est ce qu'on suggère à titre principal, et puis si jamais ça ne marche pas, on passera au second remède. Le premier remède, il est tout bête, mais il existe. Alors, on est peut-être un peu naïf, je ne sais pas, mais ça consiste à respecter le droit existant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de créer d'emblée un nouveau système. Il est déjà là, le système juridique, mais on ne l'applique pas. Alors, à cet égard, on compte un peu sur les effets de la directive d'Amun, mais peut-être qu'on se trompe, et on compte sur 2 effets de la directive. Le premier effet, et Olivier l'a dit, c'est qu'il y a une autre disposition très importante de la directive qui a consisté à accorder un droit en propre aux éditeurs de presse, c'est le fameux droit voisin dont tout le monde a entendu parler. Donc, ils sont en gros dans la même barque que les auteurs. Eux aussi, maintenant, ont intérêt à ce qu'on respecte les métadonnées, parce qu'eux aussi vont négocier avec les plateformes. Eux aussi ont besoin de fournir des informations fiables, etc., pour participer à ce dialogue information versus meilleurs efforts. Et donc, et les syndicats d'éditeurs l'ont montré, ils s'efforcent de faire de la pédagogie auprès de leurs membres pour leur expliquer les métadonnées et pour leur expliquer l'intérêt que les photographes et les agences ont aux métadonnées, mais qu'ils ont maintenant eux-mêmes au respect des métadonnées. Donc on peut espérer que cela ait un effet en pratique. Deuxième effet qu'on peut escompter, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'Olivier disait tout à l'heure. Maintenant, les plateformes sont obligées, en tout cas les grandes, de fournir leurs meilleurs efforts. Écraser des métadonnées, ça n'est pas fournir ses meilleurs efforts. Et donc on peut imaginer, notamment pour les réseaux sociaux qui sont assez peu respectueux des métadonnées, qu'ils s'engagent dans cette voie. Et puis, toujours dans l'idée de respecter le droit existant, mais là, je n'ai pas la main, et personne ici, je pense, si ce n'est en continuant à s'exprimer sur le sujet, c'est faire en sorte que la volonté politique suive et que le ministère soit plus regardant sur les clauses de respect des métadonnées qui figurent dans les conventions cadres conclues avec la presse. Et, alors, de manière peut-être progressive, mais qu'il n'hésite pas à sanctionner si vraiment un opérateur se montre irrespectueux. Puis dernière piste, mais je terminerai en 1 minute, ça consisterait, si tout ça ne marche pas, et il est vrai que ça peut ne pas marcher, à améliorer pour le coup le droit existant et plus à se contenter de son simple respect et de sa simple mise en œuvre. Alors améliorer, c'est si les premières sanctions douces, actuelles, ne fonctionnent pas. Et là, je n'entre pas dans les détails du système. Ça consisterait à faciliter la mise en œuvre des sanctions pénales en matière de mesures techniques d'information. Parce que les critères d'application de ces sanctions ne sont pas forcément faciles à remplir, ou pas très faciles à remplir. 2, ça consisterait à doter la future ARCOM, donc qui, vous le savez, résulte d'une fusion de la Hadopi et du CSA, d'un vrai pouvoir de régulation en matière de métadonnées, et que les procédures passent par elle, ce qui peut-être serait plus efficace. Alors, au bout du bout, elles iraient devant le ministère pour ce qui est des malus aux entreprises de presse, mais ça contraindrait peut-être les pouvoirs publics à être plus actifs sur le sujet. Et puis enfin, mais parmi d'autres idées, c'est dans la loi qui va être adoptée sur la future ARCOM, établir peut-être, alors en extrapolant un peu la loi, mais une sorte de liste noire des grands écraseurs de métadonnées, ceux qui ne respectent pas les métadonnées, de façon à les pointer du doigt, comme on pointe du doigt les plateformes qui ne respectent pas le droit d'auteur de manière plus générale, ce qui est prévu dans le texte sur l'ARCOM. Voilà. Il y a d'autres idées dans le rapport, moins importantes, et puis toutes ces idées, bien sûr, sont détaillées techniquement, mais je n'ai pas le temps et ça ne serait pas très intéressant ici. Je vous remercie pour votre attention. Merci Tristan. Donc oui, on a vu que c'était pas gagné et effectivement les dispositions arrivent existent pour avoir des sanctions. On voit bien d'expérience que ça y est pas. Je dirais pas que de la part du gouvernement c'est pas le gouvernement déjà, c'est le ministère de la Culture. Et dans le ministère de la Culture, c'est un service, c'est la direction, ce qu'on appelle la DGMIC, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la presse. Et je crois que leur vraie raison, c'est pas de fragiliser le secteur. Parce que les subventions, elles sont larges. On parle de plusieurs millions d'aides à la presse. Donc la presse, elle est sous perfusion. Et c'est pas quand on va lui retirer comme sanction un malus de 10 ou 20 000 euros qui va lui faire beaucoup mal. Je crois que, en fait, ce que ne veut pas nos gouvernants, c'est fragiliser leurs relations
avec les groupes de presse, sachant qu'ils ont besoin des groupes de presse en période électorale. Et donc, dans ce pays, c'est comme ça depuis tout le temps. Et le pouvoir de la presse, on ne l'appelle pas pour rien le quatrième pouvoir, il est là. Et que c'est difficile d'aller leur demander des comptes, et c'est plus facile pour eux d'obtenir ce qu'ils veulent que l'inverse. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Après, moi, je ne suis pas objectif, bien que je sois modérateur et que je ne devrais pas autant m'engager, mais comme je suis aussi photographe et que je lutte que je les connais depuis longtemps, je me permets de donner mon avis. Donc, puisqu'on en est à donner des avis de photographe, Bénédicte, tu vas nous, je sais que c'est difficile pour toi, tu vas nous donner ton vécu. Est-ce que finalement, en tant que photographe, vous vous attendez de ces dispositions et de ce débat très technique et juridique, et que en fait, nous, photographes, ce qu'on veut, c'est du pognon, mais en gros, tu vas nous dire pourquoi et de là où on vient et la justification à ça. Bonjour. Mais en fait, j'ai commencé la photographie en 2000, donc je suis une photographe du début du numérique. J'espérais énormément de ces 20 dernières années, et en fait, ça a été une succession d'échecs dans la vie numérique. Sur les réseaux sociaux, j'étais photographe indépendante, j'ai été plagiée, donc je me suis retirée du principal réseau sur lequel nous avons tous été. Après, j'ai changé, et puis finalement, j'ai décidé de me retirer complètement de la vie numérique pour me consacrer mieux à mon travail, pour donc gagner de l'argent finalement et gagner du temps. Alors, il se trouve qu'en même temps, je suis représentante élue à la SCAM pour défendre la photographie, et c'est pour ça que je suis là. Donc, tous ces efforts aujourd'hui arrivent enfin de tous les partenaires. C'est effectivement essentiel, mais c'est plus qu'urgent, et on a un débat qui est nécessaire, mais j'aimerais vraiment que les choses avancent beaucoup plus rapidement. Il y a beaucoup de photographes qui sont en souffrance aujourd'hui, et je ne vois pas très bien, malgré toutes les bonnes volontés aujourd'hui et le silence des éditeurs, comment les choses vont évoluer. Oui. Ok. Ouais. On va enchaîner. Je vous propose de prendre quelques questions et après on pourra redonner la parole. Est-ce que... On n'a pas le micro là de Thierry. Il faut appuyer sur le... Non. Oui, bonjour, je m'appelle Thierry Secrétan, je suis président du syndicat Page, photographe, auteur, journaliste, photographe moi-même, et directeur de la stratégie de la société Imata, qui est une start-up française spécialisée dans la protection des contenus. Je voudrais attirer l'attention de Madame la sénatrice ici sur et reprendre un aspect des dispositifs dont Tristan Azzi a parlé, qui est que effectivement les conventions cadres prévoient 30% de suppression des aides accordées par la DGMIC à la presse chaque année s'ils ne respectent pas les clauses obligatoires des conventions cadres. Il y a un procédé automatique qui n'est même pas, qui n'amènerait même pas les agences ou les photographes à devoir poursuivre les éditeurs de presse, mais qui permettrait de sanctionner les éditeurs de presse automatiquement. Ça, c'est une chose qui, s'il y a un besoin de volonté politique, qui doit être absolument mis en avant, et je pense, Madame la sénatrice, et vous parliez de Marie-Christine Blandin, que nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs fois et qui était éminemment impliquée dans la défense des droits d'auteur, je pense que c'est quelque chose qu'il faut répéter et marteler régulièrement. Il n'est pas logique que la DGMIC n'applique pas, délivre 1,5 milliard, je le rappelle, en aide directe et indirecte à la presse chaque année, et n'applique pas du tout ces conventions. 30% d'1,5 milliard, ça fait un peu plus que quelques dizaines de milliers d'euros
je le rappelle. Et l'autre chose qui me semble très importante, c'est qu'on parle toujours, alors évidemment les sociétés de gestion collective ne donneront pas le montant de l'accord qu'elles ont signé avec Google, n'évoquent absolument pas le système de répartition pour rémunérer les auteurs, on reste dans le flou artistique. Les photographes sont toujours les dindons de la farce en bout de ligne. Je mets les sociétés de gestion collective dans le même sac que les GAFA. Je trouve que ce 1,5 milliard que j'évoque en aide directe et indirecte à la presse, depuis le début on nous parle de modernisation numérique, aucun effort n'a jamais été fait pour les efforts de modernisation numérique qui sont ceux des photographes et qui se traduisent en dizaines de milliers d'euros chaque année pour les photographes. En tout cas, en 10 000 euros est un investissement obligatoire pour les photographes. Je trouve donc qu'il est temps d'attirer l'attention, et c'est ce qu'on fait à Page depuis des années, d'attirer l'attention des autorités sur le fait qu'il est temps de s'intéresser et de soutenir l'effort considérable au point de vue du budget, parce que vous imaginez bien qu'un photographe qui éventuellement gagne 20 000 euros par an, et ce n'est pas le cas de tous, quand il doit investir 5 à 10 000 euros de matériel numérique chaque année, vous imaginez, si la presse devait investir 50% de son budget chaque année, ce serait impossible. Donc, je propose qu'on se penche via les syndicats de photojournalistes et de photographes, via un certain nombre d'organismes professionnels, qu'on se penche sur l'aide qu'il y a et le soutien qu'il y a apporté sous différentes formes. Ça peut être d'exonération fiscale, ça peut être de nombreuses possibilités pour les photographes, et qu'on cesse un tout petit peu de ne parler que de sociétés de gestion collective qui rémunéreront dans un flou artistique dont nous ne savons à cette heure rien du tout, et qu'on cesse de ne se pencher que sur la presse et les sociétés de gestion collective. Les producteurs de contenu que sont les photographes sont totalement délaissés. Or, ce sont eux qui portent chaque année, mois après mois, l'effort le plus considérable de modernisation numérique. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre question. On va reprendre les deux questions, juste puisqu'on est mis en cause, et je vous passerai la parole, madame, après la deuxième question que j'ai. Sur la gestion du flou artistique des trucs. Il ne faut pas jeter l'eau avec l'eau du bain. En tout cas, nous, à la SAIF, c'est une société d'auteurs qui a été faite par les auteurs. Aujourd'hui, on a à peu près 8500 membres. C'est une société démocratique. Si je suis ici à ce micro, c'est parce que j'ai été élu par les membres. Et en ce qui concerne la répartition, on n'est pas du tout dans un flou artistique, comme tu le dis, Thierry. Mais bon, on te connaît, tu as l'habitude des invectives avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. En tout cas, sur le flou artistique, on ne peut pas laisser passer ça, que ça soit en tout cas pour nous, la SCAM dira ce qu'elle a à dire, mais sur le flou artistique, je vous rappelle quand même que, excuse-moi, on t'a laissé parler, les sociétés d'auteurs sont contrôlées par la Cour des comptes, qui rend un rapport tous les ans sur sa gestion, et y compris pour la SAIF. Sur la répartition, nous avons, nous, une commission répartition, et effectivement, que nous allons réunir dans le mois qui vient, dans les semaines qui viennent, pour voir comment on va répartir. Et c'est une décision collective qui va être prise par les auteurs et qui sera validée en Assemblée Générale et donc est contrôlée du coup. Donc on ne peut pas parler de flou artistique en ce qui nous concerne. Et c'est un outil qui est à disposition des auteurs en général. Il se trouve que sur cette bagarre du numérique et sur cette bagarre d'Internet, heureusement que les sociétés d'auteurs étaient là. Heureusement que la CEF, depuis 15 ans, elle se bat en particulier contre Google, elle était là. Et on a été bien seuls pendant des années, nous, la CEF, y compris nos autres sociétés d'auteurs qui étaient très éloignées, et les organisations professionnelles qui étaient complètement en dehors de ce débat, et on nous prenait pour des fous quand on a fait le premier procès contre Google. Donc c'est un outil à disposition des auteurs, et je ne peux pas accepter dans un débat que nous on organise de se faire attaquer comme ça. Donc il y avait une question de monsieur, et ensuite je donnerai la parole à madame la sénatrice qui veut te répondre. Oui, Martin Noda, je suis photographe, je suis à la SAIF, je suis aussi
syndiqué au CNCGT, mais la question, c'est que tout le problème d'Internet et du numérique, en réalité, on se retrouve avec des problèmes à tous les étages. On commence d'abord déjà par la rémunération directement des médias pour le web, qui commence très très bas, avec des banques de données, etc., qui cassent les prix. Donc on commence déjà avec des prix à la base ridicules. Parce que des fois, c'est quelques euros, on arrive, mais c'est même pas le billet de métro pour le faire. Comme si le travail fourni, parce que c'est du web et c'est pas c'est du papier, ça serait moins. Non, c'est le même travail, faire une photo pour le web que pour Internet. Et après, bien évidemment, il y a tout le reste que vous savez commencer à faire, qui est effectivement compliqué. Vous savez parler des Google, les plateformes, mais il y a aussi tous les agrégateurs d'informations qui prennent les articles de tous les journaux, ils le remettent, nos photos sont là, et ça, c'est rien. Et à chaque fois que quelqu'un gueule ou qui dit ça, c'est pas possible aussi, on se retrouve face à voilà, c'est la réalité du métier, si ça te plaît pas, etc. Et du coup, la difficulté, et c'est là la question, c'est qu'il faudrait aussi arriver à mettre tout ensemble, les différents étages des problématiques pour s'en sortir. Si on va chacun de notre côté sur un problème ou l'autre, bon, on va grignoter des petits trucs. Et c'est bien, chaque fois qu'on grignote un truc, on est content. Mais la réalité va continuer à être mauvaise comme elle est maintenant. C'est la raison pour laquelle on s'est associé à la DHGP pour conclure un accord avec Google, parce que tous les deux, on était plus puissants que tout seul. Madame la sénatrice, je vous donne la parole, comme promis. Merci beaucoup. D'abord, je voulais dire à quel point j'avais été très intéressée par les propos qui ont été tenus à la tribune. J'ai été très intéressée de comprendre mieux la question et la problématique des métadonnées, dans la préservation de leur intégrité. C'est quelque chose qui éclaire beaucoup ma connaissance, en fait, des problématiques du secteur, et je vois que l'on a constamment à approfondir les sujets. C'est vrai que la réalité technique et juridique est extrêmement complexe. Hein. Pour nous, législateurs, nous ne sommes pas des spécialistes à proprement parler des questions technologiques et numériques, donc on a un vrai effort de connaissance et de compréhension à avoir. Donc je découvre en même temps cette question de la maltraitance, en quelque sorte, des éditeurs de presse, de cette question de l'intégrité des métadonnées. Et en effet, c'est une question sur laquelle il faut se pencher. Je le dis comme je le pense. La DGMIC, comme vous semblez le dire, fermerait un œil sur cette problématique pour ne pas entrer en conflit avec les éditeurs, malgré les aides importantes qui sont octroyées à la presse. Moi, je pense que c'est en réalité une mauvaise façon d'agir, si tel est le cas, parce que la presse a besoin de la photographie, elle a besoin de tous les acteurs de la chaîne. Pour un éditeur de presse, affaiblir ses photographes ou ses créateurs, ceux qui contribuent à la richesse d'une publication, je ne vois pas tellement où est l'intérêt. Il vaut mieux être dans l'exercice qui consiste à leur faire comprendre que personne n'a à y gagner, et plutôt d'être dans une démarche vertueuse à tous les niveaux de la chaîne. Alors, comme au Parlement, notre rôle, c'est non seulement d'initier, voter, faire la loi, etc., mais c'est aussi contrôler l'action du gouvernement. C'est aussi contrôler les budgets que nous votons chaque année dans le courant de l'automne. Et Dieu sait si nous avons eu beaucoup de débats sur ces aides octroyées à la presse avec mon collègue Michel Laugier, que j'avais désigné rapporteur à l'époque de toute la question de la presse écrite. Et donc c'est un sujet qu'on va regarder de près. Moi, je le découvre et je trouve que c'est important d'aller aussi poser notre regard d'évaluateur. Hein. On est là pour ça aussi, hein. C'est faire progresser les choses. Donc, merci d'avoir attiré mon attention là-dessus. Je suis prête à poser une question orale écrite à la ministre, et quand on auditionnera la DGMIC, reposer ces questions, attirer
sur ces questions. On est là pour ça. Hein. Le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Hein. Voilà. Il contrôle aussi l'action des sociétés d'auteurs dont on vient de parler avec ses suspicions, ses difficultés. Vous l'avez rappelé, la Cour des comptes exerce aussi son rôle en contrôlant nos différentes institutions. Et c'est très bien ainsi parce que voilà, on est dans un processus de transparence vis-à-vis de l'opinion publique. Moi, ce que je veux dire, c'est que le Parlement joue ce rôle aussi, mais je voudrais aussi souligner, comme vous l'avez fait, heureusement que les sociétés d'auteurs, que ce soit la SAIF, mais bien sûr la SCAM, mais je citerai aussi la SACD et la SACEM, heureusement que vous avez été là, à nos côtés, dans tout le débat depuis toutes ces années sur la juste rémunération des auteurs et des créateurs et du respect de la propriété intellectuelle. Parce que je sais que vous avez fait un lobbying extraordinaire auprès de Bruxelles et que c'est ça aussi qui a contribué à faire passer les directives droits d'auteur et droits voisins, la directive SMA, et que sans cet intense lobbying face aux GAFAM, qui, je ne vous raconte pas les moyens dont les GAFAM disposent à Bruxelles pour intervenir et surtout bloquer les processus en cours pour que surtout rien ne change, bien sans ce lobbying intense, et rappelons-nous le vote, il était à quelques voix près, et on n'était même pas sûr que les directives soient votées, tant le lobbying des GAFAM est puissant. Donc il faut se réjouir du rôle des sociétés d'auteurs. À nos côtés, encore une fois, on travaille main dans la main, c'est très important pour faire vivre cette cause. Alors derrière la réalité technique et juridique, je voudrais rappeler, et vous l'avez très bien dit, madame, il y a une réalité humaine d'un métier, voilà, de la survie de ce métier. Et je pense que derrière tout cela, le vrai enjeu qu'il faut faire comprendre à nos concitoyens, c'est la survie du pluralisme des médias, c'est la survie aussi de la création française et européenne, c'est la survie de la démocratie et de la diversité culturelle qui est encore en train de se jouer. C'est pour ça que l'Assemblée parlementaire de la francophonie, vous savez, la francophonie, c'est pas que la défense du français, la défense en réalité du plurilinguisme et des différents modèles de culture. Donc c'est pour ça qu'on est si intéressé sur cette question, et donc j'insiste que ce combat, comme vous l'avez rappelé, est loin d'être gagné. Pourquoi? Parce que les directives ont beau être votées à Bruxelles, être transposée dans le droit français. Je rappelle que la directive droit d'auteur et droit voisin, concomitamment, à l'initiative de mon collègue David Assouline, nous avons voté à l'unanimité un texte de loi sur les droits d'auteur et droits voisins qui était en fait la transposition anticipée de la directive. Eh bien, malgré cela, d'un texte voté en plus à l'unanimité, avec le soutien du ministre de la Culture française à l'époque, eh bien, il a fallu que l'autorité de régulation, Isabelle Da Silva, qu'on a la présidence, sanctionne Google à hauteur de 500 millions d'euros pour le non-respect de plusieurs injonctions, parce que Google ne voulait pas appliquer ces directives droits d'auteur et droits voisins, ce qui est absolument scandaleux. Donc ça veut dire que malgré une législation désormais établie favorable, il va falloir continuer à se battre, et en fait, c'est une guerre presque d'opinion. Hein. Si Google, finalement, arrive à contractualiser et à verser une somme, voilà, aux sociétés d'auteurs en disant, bon, voilà, finalement, on convient que, etc. C'est bien parce qu'il y a cette action extrêmement forte au niveau législatif, français, européen, dans les autres pays, qu'on y arrive. Mais c'est un combat David contre Goliath, et il n'est pas encore gagné. Donc il faut qu'on soit extrêmement solidaire. Et je voudrais dire, au-delà de cela, parce que c'est des sujets sur lesquels je travaille depuis des années, depuis 2013 précisément, où j'avais publié un rapport qui s'appelait « L'Union européenne, colonie du monde numérique ». Nous sommes une colonie du monde numérique. Il va falloir travailler, concomitamment à tout ça, à la fiscalité. Bon, on a avancé beaucoup aussi, c'est-à-dire que les GAFAM doivent s'acquitter d'une juste fiscalité, qu'on retrouve aussi les moyens de faire vivre nos modèles de démocratie, nos modèles politiques européens. Il va falloir continuer et surtout renforcer une politique industrielle pour arriver à avoir nos propres plateformes peut-être à terme, en tout cas des morceaux de l'écosystème qui fait qu'on n'est plus complètement dépendant de cet écosystème américain, d'ailleurs dont les Américains, je voudrais quand même le dire, commencent à douter. Les démocrates aux États-Unis commencent à parler de démantèlement des
plateformes. C'est pas rien, hein, plateformes qui sont plus fortes aujourd'hui que les États-nations, qui ne veulent pas toujours être responsabilisés ou régulés. Donc, ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a peut-être une question du modèle économique lui-même, ce dont parle Shoshana Zuboff, qui est un professeur de Harvard, qui a parlé du capitalisme de surveillance, c'est-à-dire que ces plateformes qui jouent sur une fausse gratuité, puisqu'il n'y a pas de gratuité, vous êtes le produit, vous donnez vos données, ces données sont ciblées, targetées, et donc vont chercher les utilisateurs, ça génère de la publicité, ça enrichit les plateformes qui ne s'acquittent d'aucune fiscalité, qui captent toute la valeur ajoutée de ce qui circule sur Internet. Donc on voit que le système est très toxique et très, très pervers, et que peut-être que ce système va amener à devoir... comment dirais-je, évoluer. D'ailleurs, c'est bien la question que pose aussi Apple par rapport à la façon dont Facebook traite les données des utilisateurs. Donc, si je fais un petit peu, je prends un petit peu de hauteur en expliquant un petit peu quel est le sujet plus largement, c'est bien parce que nous sommes face à des géants du numérique qu'on a laissés par une faiblesse politique depuis pratiquement 15 ans, se développer, devenir carrément des mastodontes et aujourd'hui des monstres qui avalent tous leur passage. Donc je me réjouis que le commissaire européen Thierry Breton ait saisi enfin le sujet. Son portefeuille lui permet d'ailleurs de traiter de l'ensemble des questions parce que tout est lié, hein. C'est les questions de cybersécurité aussi bien que les questions de marché intérieur que les questions de protection de la propriété intellectuelle, lutter contre la contrefaçon, etc. Donc je me réjouis de son portefeuille. Et enfin, on a des textes qui vont peut-être pouvoir, au-delà de directives d'auteur droit voisin, directives SMA, ces textes Digital Services Act, Digital Market Act, Acte de gouvernance des données, j'espère qu'on va arriver à contraindre et faire rentrer dans un écosystème ces géants tout en ayant une politique industrielle concomitamment qui nous permette progressivement peut-être de pouvoir un peu s'émanciper, de retrouver un souffle d'air et surtout sauver nos modèles de démocratie. Voilà, ces GAFAM ont abusé fiscalement, ces GAFAM ont abusé en matière de abus de position dominante, captation des données, contrefaçon, utilisation non juste et rémunération des créateurs, etc. Elles abusent toujours en matière de marché, hein, combien de commissions d'enquête, combien de plaintes auprès des autorités donc de régulation. Et puis, enfin, elles ont surtout abusé, ce qui est le plus grave au niveau, comment dirais-je, de la manipulation. On a évoqué tout à l'heure les fausses nouvelles, la manipulation des opinions, la tentative de manipulation des scrutins électoraux. L'affaire Cambridge Analytica a été un immense scandale. Et donc, stop, quoi. Et là, enfin, les politiques commencent à réagir à travers le monde. Mais voilà, on est dans un écosystème aujourd'hui qui est pervers. Voilà. Et il faut en sortir. Et en attendant, il faut cranter en votant des directives, anticipant peut-être sur les directives en France et proposant des textes comme nous le faisons au Sénat, faire des propositions de résolution européenne, jouer notre partition à Bruxelles, être solidaire, tout acteur de la chaîne confondu. Tout ça, c'est très important parce que nous sommes finalement à la croisée des chemins aujourd'hui. Voilà, je le dis un petit peu solennellement, ayant beaucoup travaillé sur ces sujets, je continue à travailler avec d'autres collègues, mais on voit bien que les questions de souveraineté numérique et tout ça, de modèle de la création et de nos démocraties, ça va être aussi un enjeu au cœur du débat présidentiel l'année prochaine. Je l'espère en tout cas. Merci madame, on compte sur votre soutien. Il y avait, avant de vous donner la parole, il y avait dans le fond quelqu'un qui voulait poser une question, parce que c'est toujours d'actualité. Bonjour, je voulais juste m'intéresser un peu à la question des métadonnées et comment ça se passait dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, comment cet écrasement est-il aussi systématique au niveau mondial sur cette question des métadonnées? Tristan. En principe, mais je pense que c'est toujours le même problème, les données factuelles ne changent pas fondamentalement et les données juridiques... Alors, non, il y a sans doute moins aux États-Unis, je ne me suis pas intéressé directement au sujet, mais de subventions accordées à la presse, parce que j'imagine qu'on est dans un système plus libéral et l'État intervient moins. Mais il faut savoir que les États-Unis, comme la France et comme l'Union européenne, sont liés par
les traités de l'OMPI sur le droit d'auteur, et précisément le WPT, qui est le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur de 1996, prévoit une protection des mesures techniques d'information. Donc théoriquement, tous les États, ils sont plus d'une centaine, je crois, aujourd'hui à être liés par le WCT, doivent protéger les mesures techniques d'information, dont les métadonnées qui en font partie. Et sur ce point, pardon, mais pour rassurer Madame la sénatrice, la question des mesures techniques d'information, même pour les hyperspécialistes, c'est vraiment une question qui était très délaissée jusqu'à la question des métadonnées. Il y a très très peu d'écrits sur les sujets, je l'ai dit, il n'y a pas de décision de justice. Et donc, voilà, on est un peu, même les spécialistes, on en vient même à découvrir le sujet d'une certaine manière qui n'a pas du tout été moissonné jusqu'à présent. Et sur la question, pardon, je rebondis, je sors de la question qui m'était posée, mais des conventions cadres, qui était évoquée encore tout à l'heure, on a un problème, c'est qu'elles ne sont pas publiées. On a les textes, le décret qui prévoit ce que doivent comporter comme clause les conventions cadres, mais les conventions cadres en elles-mêmes sont confidentielles, et y compris dans le cadre de notre mission qui a duré 6 mois, je n'ai eu accès qu'à la clause type de respect des métadonnées, mais je n'ai jamais pu lire une convention cadre en tant que telle. Si ce n'est en off, mais voilà, donc c'est aussi ça qui rend les choses compliquées, qui rend même qui entraîne le fait qu'on puisse ignorer jusqu'à leur existence même, tout en étant au fait des questions de droit d'auteur et de droit voisin. C'est assez étrange. Merci. Une autre question au fond derrière. Oui, pardon. Bonjour, moi je m'étonne, Madame la sénatrice, que vous découvriez un petit peu la problématique des photoreporters, des photographes, les problématiques des métadonnées. Vous avez ce dossier en main depuis un petit moment. Ça fait un moment que nous, on intervient, les professionnels, que ce soit dans les sociétés d'auteurs, que ce soit dans les organisations syndicales. On intervient depuis un moment auprès des autorités publiques pour les alerter sur la problématique qui est la nôtre aujourd'hui et sur le fait que notre métier est en train de s'effondrer. Donc je m'étonne que vous découvriez un petit peu des choses aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on attaque le ministère de la Culture sur ces questions-là et qu'on attire l'attention. Concrètement, on en est où? Qu'est-ce que vous mettez en place et qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place au-delà des négociations avec les GAFAM pour qu'enfin on puisse s'y retrouver? On ne va pas relancer le débat. Enfin, madame, vous pouvez répondre en quelques mots, mais là, on est à la fin du débat, on a très peu de temps. Je partage ton sentiment. Après, madame la sénatrice, il ne faut pas faire de procès d'intention. Depuis le début de ma carrière, je crois que j'en suis à 8 ou 9 ministres de la Culture. Donc excepté Jacques Lang qui reste dans mon mémoire pour avoir beaucoup fait pour la culture en général et pour la photo en particulier. Sinon les autres, ils ont toujours pondu beaucoup de rapports et en tout cas, ils ont laissé la DGMIC maître de la situation. Donc si vous avez 2 mots, madame, mais vraiment 2 mots pour répondre, parce que là, on est vraiment en fin de débat. Là, on me fait des signes pour... Oui. Ça va être très court parce que j'étais très bavarde voulant faire passer un certain nombre de messages tout à l'heure. Juste pour répondre à monsieur, je comprends sa déception et surtout son irritation. Premièrement, lui dire que je ne suis pas la spécialiste comment dirais-je, je ne suis pas rapporteur, je n'ai pas été rapporteur de la loi sur les médias et l'ARCOM, la dernière loi. Moi, je suis l'oratrice de mon groupe. J'étais présidente de la commission pendant 6 ans. Donc, ce n'est pas vers moi, à moins que monsieur vienne me voir et, voilà, en tant que sénatrice lambda, me parle de tout ça. Et du coup, je pose des amendements, je fais mon travail de simple sénatrice. Mais on a des rapporteurs à la commission pour ça, qu'il convient d'aller voir. Mais je les défends, nos rapporteurs, parce qu'on fait un travail. Si le Sénat n'avait pas été là depuis toutes ces années, avec Mme Blandin, Sylvie Robert, Jean-Pierre Leleu, sous ma présidence. Si on n'avait pas tous conjoint nos efforts, on est tous de groupes politiques différents, cette question des photographes n'aurait pas avancé. Elle a avancé, et c'est quand même bien grâce à nous jusqu'à la dernière loi, à la ARCOM, où on a essayé encore de passer des amendements sur cette question des photographes. Alors la question des métadonnées, pour moi, c'est une question... non pas de spécialiste, mais comme je ne suis pas rapporteur, je ne connais pas le détail du détail, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ces questions, elles sont prises en compte par mes collègues.
Voilà, maintenant, il convient de poser les bonnes questions à travers l'action de contrôle du gouvernement que nous menons pour faire avancer le sujet. Il n'avance pas assez vite. J'étais la première à déplorer que la loi ARCOM, qui traite d'un certain nombre de questions qui ont trait à notre débat d'aujourd'hui, on a attendu combien de temps pour l'avoir, hein? C'était annoncé dans le programme du président de la République en 2017. Cette loi, qui devait traiter de la question de la régulation et du coût du droit d'auteur, n'a pas cessé d'être reculée. Et elle a été reculée encore pour être suspendue. Évidemment, il y a eu le confinement, mais pour être en plus réduite à peau de chagrin. Donc, le Parlement a cessé de vouloir dire à chaque mécanisme quand est-ce qu'on va avoir la loi. C'est pas normal. On était en passe, et d'ailleurs, on était quelques collègues à déposer des morceaux de ce texte de loi en proposition de loi. Voilà, pour faire avancer les choses. Donc là, on ne peut pas non plus être responsable au Parlement de l'inaction du gouvernement sur le sujet. Je tiens quand même aussi à comment dirais-je, clarifier la responsabilité de chacun dans cette affaire. Oui, si je peux me permettre de compléter pour aller rapidement, évidemment, dans le sens de Madame la sénatrice. Nous, c'est les 8e rencontres de la CEF, et on a commencé, je crois, la première année en 2013 ou 2014, 2014, je crois. Et je dois témoigner de ce que souvent, contre l'avis des différents gouvernements qui se sont succédés depuis lors, nous avons constaté que le Sénat, les sénateurs, effectivement, comme vous l'avez dit, de toute tendance, de tout parti politique confondu, ont toujours fait avancer la situation des photographes, notamment sur les questions de droit d'auteur. J'ai commencé mon intervention en parlant de l'accord que nous venions de conclure avec Google. S'il n'y avait pas eu le travail du Sénat dans les années 2015-2016, au moment de la loi création architecture de patrimoine, probablement que nous ne serions pas parvenus aujourd'hui à conclure cet accord. Donc il y a des choses à faire. Effectivement, je crois que le Sénat, le Parlement en général a un rôle de contrôle de l'activité du gouvernement. Et sur les questions comme celles qu'on a évoquées, c'est-à-dire le respect des conventions cadres, les métadonnées, etc., il y a probablement un travail à faire pour améliorer la situation. Et je sais qu'on peut, de ce point de vue, s'appuyer sur nos parlementaires français qui sont vraiment à l'écoute de nos préoccupations. C'est très long, mais les progrès sont sensibles d'année en année. Ok, donc on va terminer ce débat. Pour revenir à la question du monsieur Dufond, je voudrais juste... non, mais on ne peut plus prendre de questions, là, je suis désolé, parce qu'il y a l'intervention de Arte à 17h, et donc il nous reste vraiment quelques minutes, ou alors une question, allez-y, rapide. C'est juste pour dire que ça me rappelle 1985, la loi sur les droits d'auteur. Oui, effectivement, 1000 francs, ça ne nous rajeunit pas. Moi, j'ai 40 ans de métier, j'ai à peu près 40 ans de militantisme. Aujourd'hui, on a voulu faire un débat sur les rémunérations vis-à-vis de l'Internet. Pourquoi? Parce qu'on est des sociétés d'auteurs et qu'on a capacité à agir sur ces questions et sur ces gros opérateurs. Et que, contrairement à ce qu'on pense, je pense qu'on est à notre place et dans notre rôle pour aller chercher de l'argent chez Facebook, Instagram, etc. Et que je pense qu'individuellement, chaque photographe ou individuellement, chaque organisation de photographes, et elles sont fortement nombreuses à exister sur la place en France, ce n'est pas elles qui iront chercher l'argent. Donc je crois que comme on a fait pour Google, on va aller chercher le pognon chez Facebook et Instagram. Ensuite, on le répartira, et on le répartira selon comment on le fait, comment on sait faire, et comment on le fait démocratiquement. Après, sur les autres questions du financement et de la survie des photographes, c'est plus une question, je dirais, professionnelle. Et là, et moi, en 40 ans à la fois de pratique professionnelle et de militantisme, puisque avant d'être photographe, j'ai adhéré à ce qu'on appelait à l'époque la NJRPC, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, créée par Roger Pic et Cartier-Bresson et Doisneau. Je veux dire, c'est 40 ans de lutte aussi. Et c'est 40 ans aussi de constat de désunion dans nos rangs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui n'est pas d'accord dans la maison, il s'en va, il crée une association. Aujourd'hui, il y en a de multiples. Et c'est des multiples petites forces. Il faudrait se regrouper et il faudrait aller. Quand on parle de la DGMIC, quand on parle des éditeurs de presse, en face, on a des gens qui sont unis. Nous, on l'est moins. Donc il faut resserrer les rangs et prendre des positions communes. Et quand on a pris des positions communes, il faut les respecter jusqu'au bout et pas aller s'enquiller dans des accords comme on l'a vu dans les dernières années. Donc on va terminer ce débat en espérant que ça produise des faits. On est assez optimistes, nous, sur ce qu'elle fasse.
Je voudrais, avant de terminer, remercier tous les intervenants, vous remercier, Madame la sénatrice, d'avoir pris du temps et d'avoir parlé à distance, Tristan d'être venu. Je sais que le voyage a été rude et long grâce à nos amis de la SNCF. Isabelle, Bénédicte, je te remercie. Et puis, je voudrais quand même aussi remercier le festival Visa pour l'image. Tout ce qu'on a dit là aujourd'hui, dans Visa pour l'image, eux, ils ne le font pas, ils n'écrasent pas les métadonnées. Au contraire, ils respectent les photographes. Ils ont eu un peu de mal à payer des droits d'auteur, mais maintenant, ils le font. Et donc, ça reste un îlot de liberté, ça reste un îlot pendant quelques semaines où on peut voir de la photo qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, ce festival est important, comme vous le disiez tout à l'heure, pour la démocratie. Et on les remercie parce qu'ils nous permettent aussi de débattre. Et ils nous ont accueillis et ils ont mis en place leurs moyens. Donc, bon vent au festival, j'aurai l'occasion de le redire demain soir. Et je vous salue tous et vous remercie de votre patience et de votre disponibilité d'écoute et d'esprit. À l'année prochaine.